Est-ce que Ho Chi Minh, ou plus exactement Nguyen Ai Quoc, ou je ne sais pas comment l'appeler, appartenait à cette jeune génération qui se posait des questions, qui se disait mais comment faire? Tous les mouvements ont échoué. Quel a été son chemin? Il s'est posé cette question, je crois que avant les autres, étant déjà très jeune. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Nguyen Tet Thanh. Mais peu nous importe les différents noms qu'il a pris au cours de sa vie clandestine. Le fait important, c'est qu'il a pris conscience de l'impasse bien avant les autres. Donc il était parti avant les autres à la recherche d'une nouvelle voie, d'une nouvelle solution. Alors que les autres partaient pour le Japon, pensant à une aide aussi japonaise, lui, il était parti vers la France, vers le monde occidental, pour voir sur place comment était l'ennemi, comment agissait l'ennemi, de quoi était fait l'ennemi principal. Il avait quel âge à l'époque? Il avait 20 ans à peu près. Donc il s'était engagé sur un bateau comme aide cuisinier, il était parti, il a fait tous les ports, il était en France, il était à Londres, il était en Amérique, il était un peu dans tous les pays, mais il s'était fixé après à Paris. Et c'est à Paris qu'il a fait la rencontre essentiellement de la classe ouvrière française, du Parti socialiste français à l'époque, mais aussi de toute la gauche française. Il assistait par exemple à toutes les réunions du Club du Faubourg. Madame, avant de vous remercier très sincèrement, permettez-moi de vous résumer en 2 mots le livre très intéressant que vous avez eu la bonté de me prêter. Les 2 mots sont « Je veux ». Et la première révélation qu'il a eue, c'est qu'en France, il y a des gens de progrès. Il n'y a pas que des capitalistes, des colonialistes. Il y a des gens qui pouvaient prendre parti aussi pour le peuple vietnamien. Et il y a des ouvriers français qui sont exploités aussi par le capitalisme français. Et c'est là qu'il a pris cette image. Le capitalisme est comme une pieuvre qui a 2 ventouses. Une ventouse qui suce le sang du prolétariat français et l'autre qui suce le sang du peuple vietnamien et des peuples coloniaux en général. Et il faut couper les 2 ventouses à la fois. Si on en laisse une, elle repoussera, l'autre repoussera. Cette solidarité entre la classe ouvrière française et les peuples coloniaux, il l'a découverte, pour ainsi dire, pratiquement, avant d'aborder la théorie. Mais à un moment donné, au moment crucial, c'est au moment de la Révolution d'octobre, en 17, la question principale qui se posait dans le Parti socialiste français à l'époque, est-ce qu'on était pour ou contre la Révolution d'octobre 17? C'est-à-dire, est-ce qu'on était pour la 3e ou la Seconde internationale? Et c'était la question qui s'était posée au congrès de Tours. Et lui, il a dit que ce qui lui importait à l'époque, c'était pas la 2e internationale, le 2e international et demi, ou 3e, c'est ce qui lui importait, mais quelle est l'internationale? Il prenait parti pour les peuples coloniaux. Camarades, j'aurais voulu venir aujourd'hui collaborer avec vous à l'œuvre de révolution mondiale. Mais c'est avec la plus grande tristesse et la plus profonde désolation que je viens aujourd'hui, comme socialiste, protester contre les crimes abominables commis dans mon pays d'origine. Plus nombreuses que les écoles, les prisons sont toujours ouvertes et effroyablement peuplées. Tout indigène réputé avoir des idées socialistes est enfermé et parfois mis à mort sans jugement. C'est la justice dite indo-chinoise. Dire que ce pays, peuplé de plus de 20 millions d'exploités, est prêt aujourd'hui à une bonne révolution est faux. Mais dire qu'il ne la désire pas et est content du régime, comme prétendent nos maîtres, serait plus faux encore. Empoisonné moralement et physiquement, par l'opium, l'alcool, etc. On pourrait croire que ce troupeau humain est pour toujours destiné à l'autel du bon Dieu capitaliste, qu'il ne vit plus, qu'il ne pense plus, et ne sert à rien dans la transformation sociale. Non. L'Indo-Chinois n'est pas mort. Il vit encore, il vit toujours. Sous le masque d'une docilité passive, il cache quelque chose qui bouillonne, qui gronde, et qui, le moment venu,
explosera formidablement. C'était d'abord la Révolution d'octobre, et ensuite la lecture des thèses de Lénine, qui avait éclairé le chemin à tout ce qui pensait le problème à l'époque, et en particulier à des coloniaux à Ho Chi Minh. Et il a écrit une page saisissante quand il a raconté comment il a découvert les thèses Lénine et comment c'était pour lui la révélation. Et il a écrit, il a dit que tout seul dans sa chambre, il s'était écrié tout seul à haute voix. Voilà, mes compatriotes, on a trouvé. Vous voyez, c'était là. Hein. C'était vraiment cette révélation d'une nouvelle voie, d'une nouvelle solution pour le problème national. Et cette révélation, c'était à peu près la même pour tous les patriotes vietnamiens qui peu à peu étaient venus au marxisme après. Et à un moment donné, on a toujours cette impression qu'une porte qui s'ouvre, alors que tout était bloqué jusque-là. On a trouvé la compréhension du problème, les moyens de résoudre le problème, les méthodes d'action, les principes d'action. Et avec cette certitude, on partait pour l'action. Il a milité dans le Parti communiste, dans les syndicats, il a milité dans les milieux coloniaux, puis il a milité à l'international communiste après, toujours pour montrer cette idée, l'importance des mouvements de la libération des peuples coloniaux dans la lutte anti-impérialiste. Et c'est toujours l'image de cette pieuvre à deux tentacules qu'il faut briser à la fois. Cette solidarité entre le mouvement ouvrier de la métropole, des nations impérialistes, et les peuples colonisés. Et pour ainsi dire, toute sa vie, il a bâti, pour ainsi dire, là-dessus, sur cette thèse, toute son activité militante. Ouvriers, paysans, soldats, jeunes gens, écoliers, le Parti communiste indo-chinois est fondé. C'est le parti de la classe ouvrière. Sous sa conduite, le prolétariat dirigera la révolution dans l'intérêt de tous les opprimés et les exploités. L'appel de Nguyen Ai Quoc est entendu des masses populaires. Le programme de lutte qu'il propose correspond à leurs aspirations. Chasser les colonialistes, abattre le féodalisme, former le gouvernement des ouvriers, des paysans et des soldats dans un Vietnam démocratique et indépendant. Les éléments révolutionnaires qui jusque-là luttaient sans cohésion nationale s'unissent et se coordonnent. Très rapidement, le mouvement fait tache d'huile, non seulement dans les villes, dans les plaines, mais aussi dans la montagne où vivent de très nombreuses minorités ethniques. Le général Chu Van Tan appartient à une de ces minorités. Il est président de la zone autonome du Viet Bac, où vivent ces peuples minoritaires. En 1930, il était un petit paysan pauvre, chef d'une bande de rebelles que les Français appelaient pirates. Les colonialistes l'avaient surnommé Tigre Gris, à cause de sa ruse et de son art de s'évanouir sans laisser de traces. La forêt et les grottes étaient des tanières sûres où il pouvait organiser ses coups de main. Chu Van Tan était un rebelle, mais qui ne savait encore rien de la révolution. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je suis né dans une famille pauvre. En ce temps-là, seuls les propriétaires fonciers étaient riches. Les ennemis nous imposaient beaucoup d'impôts très lourds. Le peuple souffrait trop de ces impôts, et alors nous voulions nous révolter contre ces oppressions. Mais c'était une révolte qui se basait seulement sur la lutte contre les impôts. Et nous ne savions pas encore ce que c'était que la révolution. Alors nous faisions la révolte d'une manière individuelle, comme ça. Mais en même temps, nous avions entendu parler qu'il y avait les mêmes révoltes à Cao Bang, à Hanoï, dans tout le Vietnam. Et puis nous avions aussi entendu parler d'un vieillard, pour nous
qui étions des jeunes, c'était un vieillard très renommé qui porte le nom de Nguyen Ai Quoc et que ce vieillard sauvera la patrie. Alors, tout en luttant d'une manière individuelle, nous attendons, nous espérons que quelque chose d'autre viendra. À travers toutes ces oppressions, non seulement nous souffrons, mais aussi toute la population souffre. C'est pour ça que nous n'avons pas de difficulté à nous concerter et nous sommes d'accord que si les Français restent ici pour nous dominer encore, si ces durs impôts durent toujours, eh bien, nous continuerons éternellement à souffrir. Nous souffrirons dans notre vie et dans les vies futures. Mais lutter comment? Le Parti communiste a envoyé des cadres pour travailler chez nous. Un militant du Parti communiste est venu habiter dans ma maison et il a parlé avec moi. Il m'a expliqué que l'oppression du colonialisme, ces durs impôts et cette vie misérable ne peuvent être résolus que par un mouvement révolutionnaire. Il m'a expliqué que nous ne pouvions vaincre que s'il y avait un parti qui rassemble tous les ouvriers, tous les paysans et qui dirige la révolution. Et moi, j'étais très content de pouvoir écouter et comprendre tout cela. Et comme j'étais très content, eh bien, j'étais pour la révolution. Alors, le cadre m'a expliqué que pour faire la révolution, il faut apprendre à être très patient et supporter beaucoup de privations. Et puis le cadre me demandait si les ennemis viennent et brûlent ta maison. Alors moi, je lui disais, oh, de toute façon, ma maison, elle s'écroulera bien d'elle-même, à force de misère et de pauvreté. S'il t'arrête, s'il t'envoie en prison, en exil, au bagne, tu as peur? Et moi, je lui répondais, si je m'engage à être révolutionnaire, je n'ai plus peur de rien. C'est comme ça que je suis rentré au parti. Et le parti m'a donné beaucoup de travail. Il nous a chargés d'aller expliquer aux autres ce que le cadre nous avait expliqué. Qui a subi, qui a été exploité, qui ne veut pas vivre dans l'esclavage, nous le regroupons pour qu'il puisse mener une lutte pour les droits quotidiens et après pour qu'il puisse mener une lutte politique. 1936. En France, c'est le Front populaire. Au Vietnam, les militants emprisonnés sortent des bagnes. Le Parti communiste indo-chinois, sans être tout à fait légal, peut se manifester presque au grand jour. La lutte politique est surtout dirigée contre les menaces du fascisme japonais. Nguyen Ai Quoc recommande. Le parti ne doit pas avancer des demandes trop exigeantes. Il doit aider à la construction d'un large front national démocratique et antifasciste. Ce front doit comprendre non seulement les Indochinois, mais aussi les Français progressistes en Indochine. Il ne faut pas laisser la bourgeoisie nationale vietnamienne en dehors du front. La laisser en dehors du front, ce serait la pousser dans les bras de la réaction. Le Front démocratique indo-chinois doit entretenir des relations étroites avec le Front populaire en France, qui lutte aussi pour les libertés démocratiques et contre le fascisme. Le parti ne doit pas prétendre être le dirigeant du Front démocratique. Il doit en être la partie la plus dévouée, la plus active et la plus sincère. La place de dirigeant viendra lorsque, dans la lutte et dans le travail quotidien, les larges masses reconnaîtront la justesse de sa politique et sa capacité de diriger. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Le Japon envahit le Vietnam. La France capitule. Giap organise les premiers groupes de propagande armée. Nguyen Ai Quoc quitte la Chine, où il s'était battu comme soldat de deuxième classe contre les Japonais. Il rentre en 1941 au Vietnam, prend la tête de la résistance nationale et prépare l'insurrection qui, au moment opportun, doit libérer le Vietnam. Il s'installe dans la province du Viet Bac, au sein des minorités ethniques. Les montagnards de Chu Van Tan veillent sur sa sécurité.
Quand l'oncle Ho était revenu au Vietnam en 1941, j'avais reçu l'honneur de la part de la cellule du parti et de la population de protéger l'oncle Ho. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était l'oncle Ho. Je savais seulement que c'était un camarade très important et que l'on appelait Tout Son. Quand j'ai vu ce camarade pour la première fois, je l'ai trouvé assez âgé. Il faut dire que moi, j'étais beaucoup plus jeune que lui. À cette époque, j'avais à peine 30 ans et lui, il avait 50 ans. Et pour nous, au Vietnam, 50 ans, c'était vieux. Alors, un vieux qui luttait pour la révolution pour qui? Pour le peuple, pour la patrie. Et je me disais, moi qui suis encore jeune, qui n'ai aucun problème, pourquoi je ne lutterais pas aussi pour la révolution? C'est pour ça que j'ai accepté cette mission. Mais une mission pareille, ça présentait beaucoup de difficultés, parce que les ennemis rôdaient autour. Mais grâce aux vieillards, aux enfants qui gardent les buffles, les canards et les oies, eh bien, c'était autant d'oreilles et d'yeux pour nous prévenir quand les soldats japonais ou français arrivaient. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant que l'oncle Ho était ici, les impérialistes se sont amenés. Ils ont ratissé toutes les forêts, ils ont encerclé tous les villages. Et moi, en tant que commandant, en tant que responsable de la sécurité, je me disais, il faut leur tirer dessus, il faut faire quelque chose. Mais l'oncle Ho, il n'a pas voulu. Les armes, nous les utiliserons quand nous serons prêts à prendre le pouvoir. Bien, vous voyez, c'est ça l'enseignement précieux de l'oncle Ho, l'enseignement de la patience révolutionnaire. Ici, nous devons tout à l'oncle. Il nous a guidés et aidés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons nous efforcer de construire de solides coopératives pour élever chaque jour notre niveau de vie. Il faut que notre révolution nous apporte quelque chose. Avant, nous avons connu beaucoup de souffrances, nous n'avions pas de maison. Nous vivions dans des cabanes, dans des huttes. Maintenant, 95% des maisons sont en briques. Et maintenant, nous avons l'électricité. Et nos fils vont à l'école. Notre niveau de vie s'élève. Pour avancer vers le communisme. Pour faire la révolution, il faut toujours avancer, jamais reculer. Puis en 1961, l'oncle Ho est revenu nous voir et il a écrit ce poème. Il y a 20 ans, dans ces montagnes, nous avons organisé la lutte et conduit tout le peuple au combat. Hier, nous nous cachions dans les grottes. Aujourd'hui, le soleil brille sur tout le pays. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Tous les hommes naissent égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables, le droit d'être libre et le droit de réaliser notre bonheur. Trong những quyền ấy, Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776. lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française proclame également « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ce sont là des vérités indéniables. Et pourtant, pendant plus de 80 années, les colonialistes français, abusant du drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ont violé notre terre et opprimé nos compatriotes. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp
En automne 1940, quand les fascistes japonais, en vue de combattre les Alliés, ont envahi l'Indochine pour organiser de nouvelles bases de guerre, les colonialistes français se sont rendus à genoux pour leur livrer notre pays. Après la reddition des Japonais le 19 août 1945, notre peuple tout entier s'est dressé pour reconquérir sa souveraineté nationale et a fondé la République démocratique du Vietnam. Les Français se sont enfuis, les Japonais se sont rendus, l'empereur Bao Dai a abdiqué. Notre peuple a brisé toutes les chaînes qui ont pesé sur nous pendant près d'un siècle pour faire de notre Vietnam un pays indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces morales et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l'indépendance. Après l'insurrection victorieuse d'août 1945, le 2 septembre, Ho Chi Minh proclame à Hanoï l'indépendance du Vietnam. Mais la paix retrouvée sera de courte durée, malgré les efforts réels de conciliation consentis de part et d'autre. Le 6 mars 1946, à bord de l'Émile Bertin, la France avait reconnu l'indépendance du Vietnam et Ho Chi Minh, reçu en véritable chef d'État, avait accepté que son pays reste dans la Fédération indochinoise au sein de l'Union française. Peuple français, nous sommes tes amis. Nous désirons collaborer sincèrement avec toi au sein de l'Union française, car nous avons un même idéal, liberté, égalité et indépendance. Mais au cours de l'été 1946, à Fontainebleau, les négociations qui doivent compléter les accords du 6 mars échouent. Très rapidement, la situation au Vietnam se détériore. En novembre 1946, c'est le bombardement de Haiphong. En décembre, les incidents de Hanoï. Le rendez-vous de la paix a été manqué. Le 19 décembre, Ho Chi Minh appelle à l'insurrection générale. Ce sont les ultracolonialistes français qui ont déshonoré la France et cherché à nous diviser en provoquant la guerre. Leur intention évidente est de reconquérir à tout prix notre pays. Non, plutôt tout sacrifier que retomber dans l'esclavage. Compatriotes, debout. Que tous les Vietnamiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, sans distinction de religion, de parti, de nationalité, se dressent pour combattre les colonialistes français, pour sauver la patrie. Entrez dans la lutte avec tous les moyens dont vous disposez. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil. Que celui qui a une épée se serve de son épée. Et si l'on n'a pas d'épée, qu'on prenne des pioches et des bâtons. Que chacun mette toutes ses forces à combattre le colonialisme pour sauver la patrie. « 1950. Le corps expéditionnaire français est en difficulté. Après la bataille des frontières, les provinces vietnamiennes, limitrophes de la Chine, devenue République populaire, sont entièrement sous le contrôle du Viet Minh. L'armée de libération progresse de plus en plus sur le terrain. Les Américains renforcent leur aide économique et militaire à la France. La domination communiste par des moyens quelconques de tout le sud-est asiatique menacerait de façon sérieuse, à court terme et de manière dangereuse à long terme la sécurité des États-Unis. Le sud-est asiatique est la principale source mondiale de caoutchouc naturel et d'étain. On y trouve aussi du pétrole et d'autres matières premières stratégiques. Dans le même temps, au cours d'une conférence de presse, Ho Chi Minh dénonce l'ingérence américaine. Mais en même temps, les impérialistes américains cherchent de plus en plus à évincer les colonialistes français pour établir leur domination exclusive en Indochine. Ils interviennent de plus en plus directement et activement dans les divers domaines militaires, politiques et économiques. Ils pratiquent une politique de corruption, de promesses et de division.
Ils s'efforcent d'entraîner des gredins à leur service pour entreprendre ensemble la conquête de notre pays. Pour reconquérir leur indépendance, les peuples d'Indochine doivent être déterminés à battre complètement leur ennemi numéro 1, les colonialistes français. En même temps, nous devons lutter contre les interventionnistes américains. Nous devons démasquer leurs desseins devant le peuple, et plus particulièrement dans la zone provisoirement occupée. Les impérialistes américains ont fait fiasco en Chine, ils connaîtront le même sort en Indochine. Le succès de la défense du Tonkin est primordial si l'on veut que les régions continentales du sud-est asiatique restent entre des mains non communistes. 1952, programme du Conseil national US de sécurité. 1953. Nixon, vice-président des États-Unis, est envoyé par le président Eisenhower au Vietnam pour y effectuer une tournée d'inspection. Recommandation du comité spécial sur le sud-est asiatique, 5 avril 1954. Veillez à ce qu'on ne décide aucun cessez-le-feu en Indochine avant la victoire, que celle-ci résulte de succès militaires ou de la reconnaissance explicite par les communistes de leur défaite. Et à la fin de la guerre, envers 53-54, l'aide américaine en crédit avait couvert 80% des dépenses militaires françaises en Indochine. Cela n'a pas empêché Dien Bien Phu. Et on peut dire que Dien Bien Phu, c'était la première défaite américaine en Indochine. Depuis 8 ans, notre peuple assume une grande tâche, la plus grande de toutes, la résistance. Désormais, nous avons à remplir encore une autre tâche centrale, la réforme agraire. Notre révolution est une révolution nationale, démocratique, populaire, contre l'impérialisme agresseur et contre le féodalisme, son point d'appui. Notre mot d'ordre dans la résistance est « tout pour le front, tout pour la victoire ». En se développant, la résistance demande chaque jour plus de forces humaines et de contributions matérielles. Les paysans ont fourni plus que les autres classes. Il faut les libérer du joug féodal, alimenter leurs forces, afin d'arriver à mobiliser entièrement la puissance considérable qu'ils représentent, la jeter dans la résistance pour obtenir la victoire. Pour cela, il faut réaliser le mot d'ordre, la terre à ceux qui la travaillent. Nous réaliserons la réforme agraire pour assurer la victoire de la résistance. Nous combattrons l'ennemi et anéantirons le maximum de ses forces vives pour assurer le succès de la réforme agraire.
Notre victoire est éclatante, mais elle n'est pas encore définitive. Nous ne devons pas nous enorgueillir de notre succès, ni nous montrer subjectifs en sous-estimant l'ennemi. Jusqu'ici, nous avons concentré nos forces pour anéantir celles des Français agresseurs. À présent, les Français entrent en négociation avec nous, tandis que les impérialistes américains sont en train de devenir nos ennemis principaux et directs. La politique des États-Unis est d'étendre et d'internationaliser la guerre d'Indochine. La nôtre, de lutter pour la paix contre la politique de guerre des Américains. Télégramme, Foster Dulles, à ambassade US, 7 juillet 1954. Comme il est parfaitement clair que les élections peuvent provoquer finalement l'unification du Vietnam sous la direction de Ho Chi Minh, il est d'autant plus important qu'elles aient lieu le plus tard possible après l'accord sur le cessez-le-feu, afin de donner à la démocratie ses meilleures chances. En ce qui concerne le Vietnam, la conférence de Genève déclare que la ligne de démarcation militaire le long du 17e parallèle est une ligne provisoire, qui ne saurait en aucune façon être interprétée comme constituant une frontière politique ou territoriale. La conférence déclare que les problèmes politiques doivent être résolus sur la base du respect de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Vietnam, et décide que des élections générales auront lieu en juillet 1956, sous contrôle international, pour permettre la libre expression de la volonté du peuple. Cette déclaration est approuvée par les représentants des peuples d'Indochine, par la France, l'Angleterre, l'Union soviétique et la Chine populaire. Le représentant américain ne s'associe pas à cette déclaration. Néanmoins, il déclare que son pays s'abstiendra de la menace ou de l'emploi de la force pour modifier ces accords. Cependant, au sud du 17e parallèle, No Diem, arrivé le 7 juillet des États-Unis à Saigon, s'installe au pouvoir. Il déclare « En aucune façon mon gouvernement n'est lié par les accords de Genève qu'il n'a pas signés. » La lutte politique pour l'application et le respect des accords de Genève s'annonce difficile. À ce moment-là, notre politique était de mener la lutte politique avec des moyens pacifiques pour obliger les colonialistes français et les impérialistes américains de respecter les accords de Genève. Et surtout, dans les clauses qui mentionnent la garantie des libertés démocratiques, l'interdiction des représailles contre les anciens résistants et la clause sur la réunification de notre patrie par les élections générales dans tout le Vietnam. Et à ce moment-là, la population du Sud-Vietnam s'était préparée déjà à une lutte qui pourrait être très dure. Mais ce dont nous n'avions pas pu mesurer encore, c'est le niveau de brutalité, de perfidie qu'étaient capables les impérialistes américains et leurs agents. Et le 1er août, c'est-à-dire 10 jours après les accords de Genève, à Saigon, nous avions organisé une grande manifestation, mais déjà No Diem, sur l'ordre des Américains, ont tiré sur les manifestants. Alors vous voyez que déjà, pas plus de 10 jours, la répression a déjà repris au Sud-Vietnam. Rapport des services de renseignement US, mai 1959. Diem est convaincu qu'il devra gouverner d'une main ferme aussi longtemps que la sécurité du pays sera menacée. Aucun groupe d'opposition, loyal ou non, n'est toléré. Ceux qui critiquent le régime sont souvent punis. Bien que Diem se préoccupe de la sécurité du pays, les services de police et de renseignement qu'il a mis en place sont fort médiocres. Leur brutalité, leur larcin et leur conduite désordonnée poussent d'innombrables villageois à se révolter ouvertement contre Diem.
De 1956 à 1959, la plupart de ceux qui prirent les armes étaient des Sud-Vietnamiens et la cause qu'ils défendaient n'était en aucune façon suscitée par les manœuvres du Vietnam du Nord. À partir de 1959, il devint évident que Hanoï était mêlé à la lutte qui se développait. Le Nord va se consolidant chaque jour et devient un ferme appui pour la lutte en vue de la réunification du pays. Depuis le rétablissement de la paix, le Nord entièrement libéré est passé à l'étape de la révolution socialiste. C'est là un changement lourd de sens dans la révolution vietnamienne. Sous la direction du parti, la réforme agraire a été accomplie avec succès. Elle a libéré nos compatriotes paysans travailleurs, réalisant ainsi le mot d'ordre, la terre à ceux qui la travaillent. Notre parti a remporté de grands succès, mais il n'est pas exempt d'erreurs. Cependant, nous ne les avons nullement cachés. Nous avons fait au contraire une autocritique sincère et nous nous sommes employés activement à les réparer. Aujourd'hui, forts de notre expérience et de celle des partis frères, nous sommes déterminés à œuvrer pour progresser encore, progresser toujours. Toutes ces victoires, notre parti ne les a pas remportées seul.
elles sont l'exploit commun de tous nos compatriotes dans l'ensemble du pays. La révolution est l'œuvre des masses et non pas d'un héros individuel. En décembre 1960, après un soulèvement généralisé dans tout le sud du Vietnam, les différents partis politiques, mouvements patriotiques et associations religieuses, hostiles au régime Diem et à la politique néocolonialiste américaine, fondent le Front national de libération. Sous sa direction, la résistance se coordonne et s'amplifie. Les Américains s'inquiètent. Cabot Lodge à Kennedy. À mon avis, il n'y a aucune possibilité de gagner la guerre en conservant le régime de Diem. En 1964, Diem est physiquement éliminé du pouvoir par un complot putschiste, soutenu par la Maison-Blanche. McNamara, le Viet Cong a enregistré de grands progrès depuis le putsch. Début 1965, Johnson, qui a succédé à Kennedy, décide l'intervention directe des États-Unis pour maîtriser la résistance sud-vietnamienne. C'est l'escalade. Le 8 mars 1965, 3500 marines débarquent. En juillet 1965, il y a 85 000 GIs au Vietnam. À la fin de l'année, 190 000. En 1968, ils seront 543 000. Avec les forces fournies par les pays satellites des USA et par le régime de Saigon, le commandement américain dispose au début de 1968 de 1 200 000 soldats. Au nord, Ho Chi Minh lance un appel pour accélérer l'édification économique du pays. Le Nord-Vietnam doit absolument marcher vers le socialisme. La caractéristique la plus importante de la période de transition au Vietnam est précisément ce passage direct au socialisme d'un pays agricole arriéré, sans l'étape de développement capitaliste. Cela est possible. En premier lieu, parce qu'aujourd'hui, face à l'impérialisme contre-révolutionnaire, il existe dans le monde un camp socialiste puissant et nous pouvons compter sur son aide généreuse et désintéressée dans tous les domaines. Ensuite, parce qu'au Nord, l'alliance entre ouvriers et paysans est dirigée par un parti marxiste-léniniste qui a prouvé ses capacités d'organisation et bénéficie de la confiance des masses. Notre population est animée par un patriotisme élevé et une grande volonté et aptitude à construire le socialisme. Elle sait aussi compter sur ses propres forces. Enfin, seul le socialisme peut faire du Nord la forteresse d'acier indispensable au soutien de la lutte de libération de nos compatriotes dans le Sud. Johnson décide l'escalade aéronavale au nord du 17e parallèle pour stopper l'aide matérielle aux combattants du Sud. Ils peuvent faire venir 500 000 hommes, 1 million, ou même davantage pour intensifier la guerre d'agression au Sud-Vietnam. Plus ils se montrent agressifs, plus ils aggravent leurs crimes. La guerre pourra durer 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage. Hanoï, Haiphong, ainsi qu'un certain nombre d'autres villes et d'entreprises pourront être détruites. Le peuple vietnamien ne se laissera pas intimider. Car rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté.
Malgré l'intensité des bombardements, l'escalade est un échec. L'aide continue à parvenir au sud par la piste Ho Chi Minh. Au sud, le Front national de libération, que préside Maître Houteau, prépare l'offensive du Tet. Cette offensive sera déclenchée au début de 1968 et balayera pour un temps les espoirs américains de régler le conflit par la force. Chaque fois que l'Amérique fait un pas en avant dans son agression, escalade, comme on dit. Du côté révolutionnaire, il y a aussi des progrès marquants. Du côté vietnamien, ensuite l'opposition à la politique américaine dans le monde et aux États-Unis grandit aussi. De sorte que le rapport des forces est changé non pas en faveur de l'impérialisme, mais en défaveur de l'impérialisme, malgré l'injection supplémentaire d'armement et d'hommes, on va dire, ou de moyens techniques. Donc il ne faut pas considérer le seul aspect technique, dire calculer le nombre d'avions, de tanks mis en action, mais nous parlons, nous, Vietnamiens, nous avons une expression, on dit la force globale d'un adversaire, c'est-à-dire armement, côté militaire, côté politique, côté idéologique, la situation d'ensemble, la force globale d'un côté qui change comme de l'autre. Et ce rapport de force globale qui change en notre faveur à chaque escalade. De sorte qu'à la fin, en 1968, après l'offensive populaire du Tet de 68, Johnson a été obligé, d'une part, d'arrêter les bombardements contre le Nord et d'autre part, d'annoncer le retrait progressif des troupes terrestres américaines. Il y a donc eu un recul à ce moment-là. Et de s'asseoir à la table de conférence de Paris. C'est ça. Et d'engager les conversations de Paris, c'est-à-dire de reconnaître le Front de Libération Nationale comme interlocuteur valable, comme on dit. Les 6, 7 et 8 juin 1969, dans la province de Ben Hai, au sud Vietnam, se tient un congrès des représentants des forces opposées au régime de Saigon. L'Alliance des forces nationales démocratiques et de paix, qui représente la bourgeoisie nationale anti-américaine, s'unit au Front national de libération sur la base d'un programme commun. Les deux organisations forment le gouvernement révolutionnaire provisoire. Sous la présidence de Thuy Tan Phat, un architecte saïgonais, vice-président du FNL et secrétaire général du Parti démocrate, le GRP se donne pour mission de renforcer la lutte sur tous les fronts, lutte armée, lutte politique et lutte diplomatique, en vue d'édifier au Sud-Vietnam un régime de démocratie libérale et neutraliste. Peu après sa création, il préconise à la conférence de Paris une solution nouvelle pour mettre fin aux hostilités. Solution dont les points essentiels figurent aujourd'hui dans les accords signés avec les Américains. Cette solution est raisonnable et logique. Le GRP prévoit notamment, après le retrait des troupes américaines et satellites, la création d'un gouvernement de coalition nationale provisoire qui organisera des élections générales libres pour permettre à la population sud-vietnamienne de déterminer elle-même son régime politique et se donner démocratiquement un gouvernement en dehors de toute ingérence étrangère.
Thông cáo đặc biệt đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Le chấp 4 hành septembre, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, à 5h15 du Chủ matin, tịch nước Việt Nam le Dân peuple Chủ Cộng vietnamien Hòa apprenait la mort de leur đã président. từ trần hồi 9 giờ 47 phút ngày mùng 3 tháng 9 năm 1969 sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng. Ngày mùng 3 tháng 9 năm 1969 sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng. Peu de temps avant sa mort, Ho Chi Minh écrivait son testament politique. Qui peut prédire combien de temps je pourrai encore servir la Révolution, servir la patrie, servir le peuple? C'est pourquoi je laisse ces quelques lignes en prévision du jour où j'irai rejoindre nos ancêtres vénérables, Karl Marx, Lénine et nos autres aînés révolutionnaires. Je parlerai tout d'abord du parti. Que tous les camarades, du comité central aux cellules de base, préservent l'union et l'unité du parti comme la prunelle de leurs yeux. Nous sommes un parti au pouvoir. Chaque membre du parti, chaque cadre, doit s'imprégner profondément de la moralité révolutionnaire, véritablement faire preuve d'application, d'économie, d'intégrité, de droiture, d'un dévouement total à la chose publique et d'un désintéressement absolu. À propos du mouvement communiste mondial, je voudrais dire ceci. Ayant consacré toute ma vie au service de la Révolution, plus j'éprouve de fierté à voir grandir le mouvement communiste et ouvrier international, plus je souffre de la mésentente actuelle entre les partis frères. Je souhaite que notre parti œuvre de toutes ses forces et contribue de façon efficace au rétablissement de l'union entre les partis frères sur la base du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien selon les exigences de la raison et du cœur. Notre peuple travailleur, dans les plaines comme dans les régions montagneuses, a enduré depuis des siècles bien des misères. Il a en outre connu de nombreuses années de guerre. Cependant, notre peuple a toujours fait preuve d'un héroïsme, d'un courage, d'un enthousiasme et d'une application au travail remarquables. La résistance à l'agression américaine peut encore se prolonger. Nos compatriotes peuvent encore avoir à consentir de nombreux sacrifices en biens, en vies humaines. Quoi qu'il en soit, nous devons être résolus à combattre l'agresseur américain jusqu'à la victoire totale. Nos fleuves, nos monts, nos hommes toujours resteront. Le Yankee battu, nous bâtirons le pays 10 fois plus beau.